J'ai toujours cru que la famille, c'était notre filet de sécurité. Quand j'ai eu cet accident de voiture, ma première pensée a été pour mes enfants, jusqu'à ce que j'envoie ce texto et que personne ne réponde. Quand j'ai fini par appeler, ma mère a décroché avec cette fausse joie dans la voix, si bien répétée. C'est un timing épouvantable, Célia, m'a-t-elle dit. On a un acompte à verser pour la croisière. J'ai ri. Un son creux, un souffle qui a à peine franchi mes lèvres. Mais, à l'intérieur, le dernier fil d'espoir venait de se rompre. Ils voulaient leur vie parfaite, mais seulement si c'était moi qui payais la note, en silence et sans me plaindre. Alors je suis restée silencieuse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. À la place, j'ai commencé à échafauder un plan dont ils ne pourraient jamais se sortir avec de belles paroles. 2 semaines plus tard, alors qu'ils m'envoyaient encore des liens vers l'itinéraire de leur croisière, mes preuves sont devenues publiques, parce que le dossier que je montais n'était pas une simple affaire de famille, c'était une affaire criminelle. Et quand mon père a vu le rapport de police avec le nom de sa fille dessus, il s'est effondré. Je m'appelle Célia, et j'ai grandi dans une famille où l'amour n'était qu'une transaction déguisée. Les grands dîners de famille, les cadeaux d'anniversaire hors de prix, les cartes de vœux où chaque sourire était juste un peu trop forcé. De loin, tout semblait parfait. Mais de près, je me suis toujours sentie comme le distributeur familial, celle qui faisait tourner la belle machine. Mes parents, et surtout ma mère, étaient obsédés par les apparences. Ma petite sœur, Chloé, était leur chef-d'œuvre, pétillante, magnifique, une influenceuse en devenir sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais la fille responsable, celle avec un emploi stable et un bon dossier de crédit. Ma mère disait que j'étais son roc, mais j'entendais toujours la suite silencieuse, un roc sur lequel on se hisse pour avoir une meilleure vue. Pourtant, je les aimais chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose. À chaque crise, j'étais le premier numéro qu'ils composaient. J'arrivais avec de l'argent, des solutions, avec tout ce qu'il fallait. Je pensais que c'était ça, la famille. Mais chez nous, l'amour était conditionnel. Il dépendait de mon utilité, de ma docilité, de mon silence. J'ai appris à sourire face à leurs demandes à sens unique, à faire semblant que tout allait bien quand ils n'appelaient que pour un prêt, même quand je me sentais plus comme une ressource que comme une fille. Quand la voiture a dérapé sur cette plaque de bitume mouillé, ma première pensée n'a pas été pour le verre qui volait en éclats ou la douleur fulgurante dans mon flanc. C'était pour mes enfants, Léo, 10 ans, et Maya, 7 ans. Qui irait les chercher à l'école? Mon message sur le groupe familial était simple. Accident de voiture, il faut que quelqu'un récupère les enfants. Depuis mon lit aux urgences, je fixais le téléphone, mes mains tremblant trop pour taper autre chose. Les heures ont passé, les petites notifications, vues, sont apparues sous mon message. Ma mère, mon père, Chloé, mais leur téléphone et leur vie sont restés silencieux. Plus tard dans la nuit, la story Instagram de Chloé s'est allumée, une vidéo de 2 flûtes de champagne qui trinquent. La légende « Un petit mardi plaisir pour se faire du bien » #spa. Elle était au spa. Ma mère avait même liké la publication. Leur indifférence, si pure, si spectaculaire, s'est installée dans mes os comme un hiver permanent. Le froid que j'ai ressenti n'était pas seulement de la colère, c'était une forme de lucidité. Je n'étais pas de la famille, j'étais la fondation. Et il venait de prouver qu'il laisserait toute la maison s'écrouler si la fondation se fissurait. Je l'ai fini par abandonner et j'ai appelé ma cousine. Anya, elle a décroché à la première sonnerie. Célia, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai expliqué. La voix brisée. Elle n'a même pas hésité. Je quitte le travail tout de suite. Je vais les chercher. Ne t'inquiète de rien. Elle les a récupérés, les a emmenés dîner et son mari Ben les a rejoints chez moi pour préparer leurs affaires pour la nuit. Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas attendu d'instructions. Ils sont juste venus. Voilà ce que c'est. Un vrai filet de sécurité. 2 semaines plus tard, je boitais encore dans ma maison avec des béquilles, le corps couvert de bleu et de points de suture. Ma mère a appelé. Elle n'a pas demandé de nouvelles de l'accident, ni des enfants. Elle s'est lancée dans un récit haletant à propos d'une offre de croisière unique. L'acompte est de 3 000 €, a-t-elle dit, sa voix vibrante d'excitation. Et ce n'est pas remboursable, il faut réserver avant vendredi.
Je l'écoutais divaguer sur les suites avec balcon et les excursions, tandis qu'une douleur sourde pulsait dans ma jambe. Elle a finalement marqué une pause. Attendant que je lui demande son rib, comme toujours, dans ce silence, j'ai prononcé un seul mot. Non? La ligne est devenue silencieuse. Un silence lourd, suffocant, le genre de silence qui s'installe quand toute une réalité bascule. Comment ça? Non. Elle a fini par bégayer, la voix pleine d'une confusion sincère, comme si je venais de me mettre à parler une langue étrangère. Je n'ai offert aucune explication. Je n'ai pas listé mes griefs. J'ai juste dit: je ne peux pas vous aider. Ah! Et j'ai raccroché, en posant mon téléphone sur le comptoir. J'ai senti un déclic profond et satisfaisant dans ma poitrine, comme une lourde porte qui se verrouille pour de bon. Les représailles ont commencé dans l'heure. Chloé a ouvert le bal. D'abord, un lien vers un sac de créateur qui coûtait plus cher que la traite de ma maison. Quelques minutes plus tard, un autre texto. Maman a dit que tu étais bizarre pour la croisière. Tout va bien. Sa fausse inquiétude était si transparente que c'en était presque comique. Elle ne me demandait pas si j'allais bien, elle prenait ma température. Pour voir si le distributeur était de nouveau en service, je l'ai laissé en vue. Ma nouvelle frontière était un mur de silence. Puis ce fut le tour de mon père. Il m'a envoyé un long message décousu, un chef-d'œuvre de manipulation. Ça parlait de l'importance de la famille, de s'entraider. Comment ils avaient toujours été là pour moi, un mensonge éhonté, et à quel point ma mère avait le cœur brisé que je les punisse soudainement sans raison. Il me dépeignait comme la fille cruelle et ingrate, celle qui avait tourné le dos, sans explication, à ses parents aimants. J'ai tout lu et je n'ai rien ressenti. Juste un vide terne là où se trouvait autrefois mon devoir filial. Le grand final est arrivé ce soir-là. Chloé a posté une citation en noir et blanc dans sa story Instagram, le genre de message qu'on utilise pour signaler un conflit vague et dramatique. On pouvait y lire: ça fait mal quand tu réalises que tu as arrosé une plante morte pendant tout ce temps. Le manque total et absolu de conscience de soi était sidérant. Ils se voyaient, eux, comme la plante négligée. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient que la pourriture qui l'avait tuée. Ils croyaient sincèrement être les victimes de ma cruauté soudaine et inexplicable. Je pensais que leur campagne de culpabilisation et de publications passives agressives était le pire. Je pensais que ça resterait à ce niveau de chantage affectif pathétique. J'avais tort. La véritable escalade, le geste qui m'a montré exactement qui ils étaient, est arrivé une semaine plus tard. Un appel de Monsieur Dubois, le directeur de l'école de Léo. Sa voix était gentille mais ferme, le ton qu'on emploie pour annoncer une terrible nouvelle. « Célia », a-t-il commencé, « je vous appelle parce qu'un signalement anonyme a été fait ce matin auprès de l'aide sociale à l'enfance. » Mon cœur ne s'est pas juste arrêté. J'ai eu l'impression qu'il tombait à travers le plancher. Le monde est devenu flou sur les bords. Il a continué, expliquant la plainte. 2 allégations spécifiques, monstrueuses. Premièrement, que je laissais mes enfants sans surveillance pendant de longues périodes dans une maison pleine de dangers. Deuxièmement, que j'avais développé un problème de toxicomanie et que j'abusais des analgésiques qu'on m'avait prescrits après l'accident. Le sang a quitté mon visage en une vague froide et écœurante. J'ai su, avec une certitude instantanée et absolue, qui avait passé cet appel. Seuls mes parents et Chloé connaissaient le nom exact de mon traitement. Je l'avais mentionné une fois au téléphone à ma mère, quand elle avait appelé non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour se plaindre d'une facture. C'était leur moyen de pression, leur réponse au mot « non ». Ils ne demandaient bon plus d'argent pour une croisière. Ils menaçaient de me prendre mes enfants pour l'obtenir. Ils avaient franchi une ligne de non-retour. La famille que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire avait disparu. À leur place que se tenaient 3 étrangers, prêts à réduire ma vie en cendres pour des vacances. Cette nuit-là, après le départ de l'assistante sociale, une femme bienveillante qui a clairement vu que les allégations étaient sans fondement, je ne suis pas restée prostrée dans la peur. J'étais habitée par une rage froide et lucide. Ce signalement malveillant n'était pas juste une attaque, c'était un catalyseur. Il m'a fait dépasser le chagrin pour me plonger dans une quête méthodique et implacable de la vérité. J'ai passé les 6 heures suivantes collée à mon ordinateur, lançant un audit financier complet de ma vie. J'ai épluché mes relevés bancaires sur des années. J'ai commencé à démêler la toile de liens financiers que j'avais stupidement laissé se tisser entre ma famille et moi. Et c'est là que je l'ai trouvée. Une carte de crédit?
Ouverte 6 mois plus tôt, dans une grande banque nationale que je n'utilisais jamais. Le compte était à mon nom. Et comme utilisatrice autorisée figurait ma sœur, Chloé, le solde débiteur s'élevait à plus de 12 000 euros. Ma respiration s'est bloquée. J'ai cliqué sur le relevé et ma vision s'est rétrécie jusqu'à ce que l'écran lumineux soit la seule chose au monde. J'ai fait défiler des mois de dépenses. Le reçu détaillé des mensonges de ma sœur, des nuits dans des hôtels de luxe à Paris, des dîners à 500 euros dans des restaurants étoilés et un flux constant d'achats dans des boutiques de luxe. Chaque robe de créateur sur ses posts Instagram, chaque brunch parfaitement mis en scène, chaque escapade de week-end impulsive, tout était financé par la fraude. Par moi, une clarté glaçante m'a envahie, tranchante et absolue. Ce n'était plus une querelle de famille. Il ne s'agissait plus de sentiments blessés ou d'un acompte de croisière. C'était une usurpation d'identité, un crime, et il venait de me livrer une montagne de preuves, avec les dates, les lieux et les numéros de transaction. Il m'avait donné l'arme que j'allais utiliser pour démanteler leur monde. Le temps des réactions émotionnelles était révolu. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas hurlé. Mes mouvements sont devenus délibérés, précis, ceux d'un général préparant la bataille. D'abord, j'ai appelé une avocate spécialisée en fraude financière et usurpation d'identité. Elle m'a dit exactement ce que je devais faire. Deuxièmement, le lendemain matin, je suis allée au commissariat et j'ai déposé une plainte détaillée, leur fournissant les relevés de cartes et le nom de Chloé. Troisièmement, j'ai contacté ma banque pour faire opposition et j'ai mis en place des alertes sur tous mes comptes. Puis, je suis rentrée chez moi. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai commencé à écrire. J'ai rédigé une publication pour ma page Facebook privée, celle où se trouvait toute notre famille élargie, les amis de l'église de mes parents, les anciens voisins, tous ceux qui les voyaient comme des piliers de la communauté. J'ai été stratégique, chirurgicale, je n'ai utilisé aucun nom. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement exposé les faits. Une chronologie des événements, sans émotion, indéniable. J'ai commencé par la date et l'heure de l'accident de voiture et mon simple appel à l'aide sur le groupe familial. J'ai enchaîné avec la journée au spa, la demande frénétique d'argent pour la croisière et les textos de culpabilisation qui ont suivi. Ensuite, j'ai détaillé l'appel malveillant et anonyme à l'école de mon fils, en expliquant soigneusement comment l'accusateur avait utilisé des informations médicales privées. J'ai terminé avec la découverte de la carte de crédit frauduleuse ouverte à mon nom et les 12 000 euros de dettes accumulées par un membre proche de la famille, non nommé. Et puis, j'ai joint les preuves, j'ai posté les captures d'écran, côte à côte. Mon MS, désespéré et horodaté à côté du boomerang de Chloé, souriante, sa coupe de champagne à la main, une copie expurgée du journal d'appel du directeur de l'école, montrant l'heure de l'appel, une copie expurgée du relevé de la carte de crédit, avec les milliers d'euros de dépenses en vêtements de marque et hôtels de luxe, entourés en rouge. J'ai cliqué sur « Publier ». Ce ne fut pas une étincelle, ce fut une détonation. La publication a anéanti le jardin soigneusement entretenu de l'image publique de ma famille en une seule explosion de feu. En moins d'une heure, les commentaires et les messages privés ont commencé à affluer. C'était une avalanche de révélations. Un cousin m'a écrit pour avouer que Chloé lui avait emprunté 2 000 euros pour une caution de location 6 mois plus tôt et ne l'avait jamais remboursée. Un ancien ami de la famille a commenté, s'interrogeant sur une cagnotte Litchi suspecte que mes parents avaient lancée 2 ans auparavant pour des réparations de plomberie urgentes qui, étrangement, n'avaient jamais semblé avoir lieu. La façade ne s'est pas seulement fissurée, elle s'est désintégrée en temps réel, tandis que tout le monde faisait le lien et voyait le schéma indéniable de manipulation et de mensonge. Les retombées ont été rapides et brutales. Les marques partenaires de Chloé, la micro-influenceuse, les thés détox et les petites boîtes des petites boutiques de vêtements, l'ont lâchée en 48 heures. Les commentaires sur ces anciennes publications sont devenus vicieux. Mes parents ont discrètement supprimé leur vieille cagnotte douteuse. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Les éclats de l'explosion sociale de ma publication ont été dévastateurs pour leur réputation. Ma mère m'a appelée, sa voix un mélange de sanglots et de fureur. Pas pour s'excuser, pour exiger. « Tu dois retirer cette publication, tu salis le nom de la famille », a-t-elle hurlé. « Il n'y a plus rien à salir », ai-je dit calmement, avant de raccrocher, quelques jours plus tard,
Mon avocate a envoyé une mise en demeure formelle à Chloé concernant l'usurpation d'identité, ainsi qu'un avis l'informant qu'une enquête de police était officiellement en cours. Ses comptes sur les réseaux sociaux sont devenus silencieux. Les appels et les textos exigeant de l'argent se sont complètement arrêtés. Ce silence était magnifique. En 3 mois, le monde qu'ils avaient bâti sur mes revenus et mon crédit s'est effondré. Sans mon soutien financier pour couvrir leur fin de mois, mes parents n'ont plus pu payer leur prêt immobilier et ils ont perdu leur maison. Chloé, sans revenus et avec une enquête criminelle imminente, a dû retourner vivre avec eux, dans un 2 pièces exigu de l'autre côté de la ville. Mon monde, à l'inverse, est devenu petit et paisible. Il tournait autour de mes enfants, de mon travail et de ma famille de cœur. Anya et Ben, nous avons instauré une tradition de dîner du dimanche soir chez moi. Nos rires remplissaient les pièces où vivaient autrefois l'anxiété et l'obligation. Un soir, ma fille Maya a levé les yeux de son dessin, a souri et a dit « J'aime bien comment c'est calme ». Chez nous, maintenant, ce seul mot, calme, était ma victoire. Il valait plus que toutes les excuses que je n'ai jamais reçues, plus que tout l'argent que je n'ai jamais récupéré, avec les milliers d'euros que je n'hémorragiais plus pour soutenir leur style de vie. J'ai ouvert des plans d'épargne pour les études de Léo et Maya. J'ai ouvert mon premier vrai compte d'investissement. Mon avenir, pour la première fois, m'appartenait entièrement. 6 mois après la publication, une unique lettre est arrivée. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, sur un morceau de papier plié, une seule phrase, écrite de la main familière de ma mère, « Tu as détruit cette famille ». Je n'ai ressenti aucune colère, aucune tristesse, et pas la moindre trace de culpabilité. J'ai marché jusqu'à la cuisine, j'ai glissé la note dans ma déchiqueteuse, et j'ai écouté le vrombissement silencieux et satisfaisant de la machine la réduire en morceaux méconnaissables. Je n'ai pas détruit une famille, j'ai juste arrêté de servir de fondation à un édifice pourri, et quand il s'est finalement effondré sous le poids de sa propre décomposition, j'étais enfin libre de construire quelque chose de nouveau. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que les gens qui ont leur place dans votre vie sont là quand vous avez besoin d'eux, sans poser de questions, et qu'il était plus que permis de fermer la porte à tous les autres. Ils pensaient que mon histoire était terminée, mais ce n'était que le début. Abonnez-vous pour découvrir la suite.